Renaud Capuçon va nous rejoindre avec d'autres, mais vous avez eu cette phrase dans votre contribution à la réflexion sur les raisons d'espérer. Venez nous rejoindre, Renaud. La culture prend le dessus sur le reste. Moi, je trouve que ça résume bien. D'un coup d'archet, vous nous avez résumé l'affaire. Je vais demander aussi à Zaya Ziwani, chef d'orchestre, de nous rejoindre, ainsi qu'Elie Barnavi, je vous en prie, et Stéphane Richard. Venez tous autour de cette table. Zaya Ziwani, chef d'orchestre, on commencera avec vous, car vous avez concert à 15h, vous ne devez pas être en retard, vous allez à Beauvais, je crois. Tenez, on va se partager, comme ça tout le monde aura de la place. Ça va comme ça Elie Barnavi, historien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes un peu comme Jack Lang, Elie Barnavi. Derrière lui, c'était difficile d'être ministre de la Culture et d'avoir toujours une place assise. Vous, après vous, on dit oui, mais enfin bon, c'est un bon ambassadeur, mais ça ne vaut pas Elie Barnavi, quoi. Stéphane Richard, président directeur général d'Orange, pianiste, si vous voulez vous faire accompagner de Stéphane Richard, mais Stéphane Richard qui par toute sa carrière a couvert à la fois l'économie et les véhicules de culture, l'accompagnement de la culture, et vous l'avez fait même quand vous étiez dans l'immobilier, vous avez si bien réussi, il y avait de l'esthétique dans tout ça. Et puis Renaud Capuçon, artiste, violoniste et chef d'orchestre. J'ai adoré votre citation, elle va rester au frontispice du Forum d'Avignon. On vous entendra tout à l'heure, mais surtout vous nous parlerez dans quelques instants. Un monde sans espoir est irrespirable, c'était André Malraux qui disait ça, et que la création lutte contre les fanatismes, on va en parler tout à l'heure avec vous, Elie Barnavi, qu'elle s'incarne dans la poésie et la musique, on va en parler avec Renaud Capuçon, ou qu'elle projette dans un futur motivant la culture au XXIe siècle. Tout cela montre une extraordinaire vitalité. Et on va commencer avec vous, Zaya Ziwani. Vous dirigez l'orchestre symphonique Divertimento et aussi l'Orchestre symphonique national d'Algérie. Vous donnez énormément de concerts, mais vous avez créé en 2008 le festival classique à Stein. Stein, je dis ça pour ceux qui ne sont pas forcément français ou de France, c'est au nord-est de Paris, je crois. Tout à fait, c'est juste à côté de Saint-Denis, du Stade de France, en fait. Voilà, donc les symboliques sont multiples, au-delà de vos origines. Et vous avez écrit, je commence par là, vous avez écrit dans votre livre « La chef d'orchestre », vous avez écrit, en parlant de votre parcours, « Je n'avais pas imaginé combien il serait difficile le chemin qui mène jusqu'à l'estrade ». Ça a été compliqué ? Bah écoutez, oui, bonjour à tous. Ça n'a pas été, en tout cas, ça n'a pas été très simple, mais pour moi, en tout cas, l'accès à la culture, ça m'a permis toujours d'avoir pu rencontrer des artistes, d'avoir pu rencontrer des esthétiques qui m'ont fait réfléchir à pas mal de choses et surtout qui m'ont fait espérer en un avenir meilleur et qui m'a donné en effet toutes les forces pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors c'est vrai que moi j'ai grandi dans un quartier assez populaire de la ville de Pantin. Et alors, malgré tout, dans une famille où mes parents étaient très curieux, donc ils m'ont transmis cette curiosité justement pour la musique classique particulièrement, et puis pour les arts d'une façon générale. Eux-mêmes l'avaient découvert comment ? Écoutez, par curiosité, en fait, quand mon père est venu s'installer en France après l'indépendance de l'Algérie, voilà, il a beaucoup lu la presse et donc il a découvert la musique classique, la salle Pleyel, et donc c'est à partir de là en fait que mon contact avec la culture a commencé, mais c'était pas forcément évident, notamment quand on grandit dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis. Et donc dans les années 80 et 90, quand j'ai grandi, il y avait aussi des politiques culturelles assez engagées de certaines collectivités territoriales notamment, pour permettre justement l'accès à la culture, et notamment avec la mise en place de politiques tarifaires qui permettaient justement, en fonction des moyens des familles, de pouvoir aller au conservatoire notamment. Et ça a beaucoup justement compté dans mon parcours, mais j'en ai aussi vu les limites, parce que
moi, j'ai pu aller au conservatoire parce que c'est mes parents qui m'ont montré le chemin, qui m'y ont accompagné. Mais il y a beaucoup de jeunes, encore maintenant, pour lesquels c'est pas forcément évident. Et puis, ça, je me suis rendu compte aussi que quand on allait au concert, on n'allait pas forcément au concert sur notre ville, mais qu'on allait dans les grandes salles à Paris. Et que je trouvais que c'était un petit important aussi de, voilà, de travailler dans ce sens. D'où le classique Astin. D'où le classique Astin. Donc c'est vrai que, bon, au-delà de justement de cette thématique d'accès à la culture, pour ma part, bon, j'ai fait de la musique, j'ai commencé par la guitare classique et ensuite l'alto. Et c'est en faisant justement de l'alto que j'ai découvert cet univers de l'orchestre et aussi le métier de chef d'orchestre. Et donc c'est quelque chose qui me fascinait beaucoup. Et en même temps, c'est vrai que dans mon entourage et notamment avec certains professeurs, on me disait pas de façon méchante que c'était pas possible, mais que bon, que c'était tellement surréaliste, un peu comme d'être cosmonaute ou président de la République, il y avait très peu de chances d'y arriver. Donc voilà, et j'ai eu la chance en tout cas de faire la rencontre d'un grand maître de la direction d'orchestre, Sergiu Celibidache, qui m'a encouragée, même avec beaucoup de difficultés dans un premier temps, parce qu'il m'avait dit, tu sais Zaya, ça va être difficile, les femmes n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe. Donc ça a été un peu compliqué. J'ai réussi à tenir 2 ans et suivre son enseignement très précieux. Et puis à la suite de ça, quand j'ai fini... Mais pourquoi les femmes ? Écoutez, je ne sais pas. C'est vrai que le monde de l'orchestre symphonique est un monde par tradition quand même assez masculin, qui tend maintenant un petit peu à évoluer parce qu'il y a beaucoup de femmes qui l'intègrent, mais on voit peu de femmes diriger des orchestres et encore moins des femmes diriger du répertoire, du grand répertoire symphonique 19e, 20e siècle. Et donc, vous avez une réflexion là-dessus, Renaud, pardon. Il y a quelques femmes maintenant qui dirigent, la preuve ici présente. Zaya, oui. Je pense que c'est essentiellement une question de tradition. Les hommes, comme à l'époque, je crois que les hommes occupaient la plupart des fonctions et la fonction de chef d'orchestre, elle était exclusivement réservée aux hommes. L'exemple du Philharmonique de Vienne est très intéressant parce que c'est un orchestre qui est l'un des plus prestigieux au monde et ils ont été extrêmement attaqués parce que justement ils ont jusqu'à il y a très peu de temps refusé les femmes à jouer dans l'orchestre. Il n'y avait aucune femme présente. Et je crois que la grande révolution, c'était il y a 4 ans, 3 ou 4 ans. C'est ça, oui, quelques femmes qui ont intégré l'orchestre. Voilà. Donc ça bouge lentement. Bon. Voilà. Zaya. Et donc voilà, donc en effet, donc j'ai pu après parvenir à réaliser mon rêve de devenir chef d'orchestre, non sans difficulté parce que c'est vrai que c'est pas forcément, on voit pas forcément des profils souvent de jeunes chefs d'orchestre, même si maintenant aussi ça tend à évoluer, heureusement d'ailleurs, et puis de jeunes femmes. Donc c'est à cette occasion que je me suis posé la question peut-être de créer mon ensemble pour pouvoir d'une part me prouver à moi-même et au monde musical que j'étais capable de diriger des grandes formations symphoniques et puis aussi pour pouvoir développer des projets un peu plus originaux et notamment sur des territoires où je dirais pas que la culture n'était pas présente, mais en tout cas qu'un certain nombre d'esthétiques, notamment musicales, n'étaient pas forcément représentées, et notamment dans ces quartiers de la Seine-Saint-Denis. Et donc j'ai eu l'occasion justement de pouvoir après d'avoir la confiance de certains élus pour mener mes projets à la ville de Stein. Et on demande un peu à chacun des intervenants tout au long de cette matinée, comme l'ont fait nos amis de Louvre Alliance avec l'ensemble des interlocuteurs, quelle initiative vous semble ou quel projet vous semble concrétiser une raison d'espérer. Vous, ce serait l'orchestre Divertimento. Écoutez, c'est difficile de répondre avec un objet à cette question-là. En effet, bon, le projet de l'orchestre Divertimento que j'ai créé me rassure parce que il y a souvent eu des politiques culturelles qui visaient un petit peu plus à favoriser, par exemple, les cultures urbaines sur certains territoires, pensant que les publics n'étaient pas intéressés. Et donc, je me suis dit, en misant justement sur l'installation de cet orchestre en Seine-Saint-Denis particulièrement, est-ce qu'on allait avoir une place, une vie, un partage avec les publics ? Et en fait, j'ai rarement rencontré, voire jamais, de personnes qui détestaient la musique classique. En fait, simplement, ils ne la connaissaient pas. Et donc, dans tout ce travail-là qui a été fait avec, en effet, les collectivités territoriales, mais aussi des structures sociales, éducatives, pédagogiques, je me suis rendu compte qu'en effet, les gens étaient curieux, avaient envie de découvrir ça, et que ça fonctionnait très bien, et que par ailleurs, parfois, on arrivait parfois à relever certains enjeux de société qui sont un peu compliqués en ce moment, comme arriver à réunir des personnes originaires de diversité, soit sociale, culturelle ou intergénérationnelle, et que c'était possible aussi de le faire sur ces territoires-là grâce à la musique et avec ce travail de terrain. Et puis il y a un autre projet que j'aimerais bien citer, qui est le projet Demos, qui est un projet qu'on a mis en place avec la Cité de la musique de Paris également. Et donc voilà, qui est un projet qui vise à former justement des jeunes enfants de l'ensemble de la région Île-de-France.
Et en fait, ça se passe dans des structures justement sociales ou éducatives, donc sur des territoires qui sont éligibles à la politique de la ville, donc avec des réalités voilà, sociales assez difficiles. Et en associant justement les compétences à la fois éducatives, sociales de ces structures-là et les compétences des musiciens d'orchestre, et ben on a réussi à former des jeunes musiciens en 3 ans, avec, en ayant un degré d'exigence très fort, parce qu'il n'était pas question de se dire, d'être dans une démarche un peu démagogique en se disant du moment qu'il touche à un instrument, c'est le principal, mais de donner vraiment des objectifs ambitieux. Et voilà, avec ce travail-là, justement, on a réussi à les amener assez loin, justement. Et pour beaucoup d'entre eux, ils m'ont dit, tu sais, Zaya, maintenant, grâce à toi, on a pu découvrir la musique et maintenant, on nous regarde autrement. Et je pense que c'est aussi pour eux, pour leur donner un peu plus d'espoir en l'avenir, de croire aussi en leur potentiel. Et je crois que la culture sert aussi beaucoup à ça. Et c'est ce qui me sert aussi de moteur pour continuer à m'investir dans ces champs-là. Zaya Ziwani, vous dirigez cet après-midi à Beauvais. Oui, tout à fait. Quelle œuvre allez-vous diriger ? Alors, je vais diriger autour d'un cycle Beethoven que j'ai mis en place avec mon ensemble, et donc avec donc la symphonie héroïque de Beethoven particulièrement. Et justement, dans le cadre de la programmation de l'Orchestre Divertimento, on essaye de mettre en place justement certains programmes autour des pages essentielles, enfin en tout cas des grandes pages de la musique symphonique, mais également de proposer des programmes un petit peu innovants avec des formes de concerts un peu innovants en associant des univers musicaux. Et donc on fait aussi des concerts avec associant à la fois des œuvres classiques, des musiques traditionnelles ou des musiques classiques extra-européennes et des musiques contemporaines aussi. Et donc voilà, aujourd'hui c'est sur un des programmes plus classiques. Voilà. Bien, merci en tout cas d'être passé par Avignon. Merci. Pour aller de Stein à Beauvais. Merci. À bientôt. Au revoir Zaya. Elie Barnavi, rapprochez-vous, puisque Zaya nous quitte et rejoint l'Oise. Au revoir. Bon concert. Elie Barnavi, c'est à l'historien et de l'histoire tout court et de l'histoire d'aujourd'hui qu'on s'adresse. Vous avez été un homme de paix et toutes les réflexions que vous avez conduites, que vous continuez de conduire, on les écoute avec d'autant plus d'attention qu'on se dit un jour les visions, les images qu'Elie Barnavi nous propose, à chaque fois qu'il y a la pire difficulté dans un certain nombre de régions, et singulièrement celle que vous connaissez le mieux dans le monde, il va éclairer quelque chose. L'éclairage sera sans doute encore très long avant d'avoir la lumière, mais je trouve que ce que vous avez suggéré comme thème, ou en tout cas d'avoir accepté de répondre au thème qui vous est proposé, croyez-vous, considérez-vous, Elie Barnavi, que la culture puisse être un pouvoir capable de défier, vous en seriez presque, avec humanité, un pouvoir capable de défier le fanatisme. Vous avez écrit là-dessus, et alors, vous nous le livrez. Vous corrigez, c'est pas moi qui ai proposé. Je n'aurais jamais eu l'outrecuidance et l'imprudence de proposer un sujet pareil, la culture contre le fanatisme. J'en ai accepté le défi et intimidé un peu par le sujet, par le lieu. Je fais ce que je ne fais plus depuis des années, je prépare un texte en me disant que ça m'aiderait à être un peu plus précis et aussi plus bref. Alors, on a envie que vous preniez du temps parce que le sujet est vaste. Le sujet est vaste. Alors la culture contre le fanatisme. Et j'ai envie de dire d'abord que l'historien est démuni face à ce bout de phrase. Si c'est un constat, si on veut constater que la culture est une arme de guerre contre le fanatisme, l'historien ne peut que s'inscrire en faux. Si c'est un souhait, c'est très bien. L'historien est citoyen, homme de bonne volonté, il ne demande qu'à y souscrire. Alors, est-ce un programme? Oui, ça peut être un programme. La culture contre le fanatisme. Mais alors, l'historien, qui est, comme disait Hegel, un prophète du passé, n'y peut rien, n'est-ce pas? Dresser des programmes d'action, cela n'entre pas vraiment dans ses compétences. Alors, commençons par le constat. L'intitulé assume une dichotomie entre la culture et le fanatisme. Il suppose que l'homme cultivé ne saurait être un fanatique, que le fanatique est par définition un être grossier et dénué de culture. Pour l'homme contemporain,
il renvoie à l'apostrophe de Jean-Baptiste Coffinat, le président du tribunal révolutionnaire, à Lavoisier. La République n'a pas besoin de savants. À Zhdanov et à Lysenko, qui ont mis en coupe réglée la culture et la science soviétique. À Goebbels, à moins que ce ne fût Göring, peu importe, qui disait sortir son revolver lorsqu'il entendait le mot culture et organiser des autodafés, des livres et des expositions d'art dégénéré. Plus près de nous, aux talibans, détruisant à coups d'explosifs les bouddhas géants de Bamiyan et aspergeant d'acide les filles qui osent prendre le chemin de l'école. Et à leurs cousins idéologiques du Mali, faisant table rase des vestiges de l'islam soufi. Alors, cette idée que le fanatique est nécessairement un homme grossier, dénué de culture, est une pensée réconfortante qui ordonne notre monde selon des catégories aisément repérables et nous met à part et au-dessus de la tourbe infâme des barbares. Et longtemps, dans mes très jeunes années, je renvoyais volontiers le raciste, l'antisémite, l'intolérant de tout poil dans les ténèbres de l'inculture et de l'imbécilité. Au fil des ans, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Barès n'était pas un crétin dénué de culture, ni Maurras, ni Céline, ni la cohorte d'officiers SS bardés de diplômes qui goûtaient la musique et les auteurs classiques. Et non, la culture n'est pas nécessairement un antidote au fanatisme et à la barbarie. C'est plus compliqué que cela, hélas. Pi, fanatisme et barbarie font partie de la culture, prennent appui sur la culture, dressent une culture contre les autres. Faire marcher les victimes vers les chambres à gaz au son de Beethoven, ce fut un acte de culture. Alors, dire cela ne signifie pas se complaire dans la délectation morose du dandy intellectuel revenu de tout, qui a enterré une fois pour toutes les illusions censément naïves des prophètes du progrès. Certes, après les grands cimetières sur la Lune, légués par le XXe siècle, il est devenu difficile de croire au progrès continu et inéluctable de l'esprit humain prophétisé par les hommes de lumière. Le moins qu'on puisse dire est que l'ingéniosité de l'homme a progressé plus vite que sa morale. À tout prendre, si l'être humain a démultiplié sa puissance, il est resté ce qu'il a toujours été, une créature hybride, ni ange ni bête, ou plutôt tantôt ange et tantôt bête, capable du meilleur comme du pire. Mieux vaut en prendre son parti et, au vu des grandes utopies qui ont toutes tourné au cauchemar, ne surtout pas essayer de le changer. Cependant, si la lucidité, fille du malheur, nous apprend à ouvrir les yeux sur notre condition, elle doit nous conduire à l'embrasser toute. Si nous avons compris que le progrès n'est pas une autoroute droite à voies multiples et à sens unique, cela ne signifie pas que, sous les dehors plus modestes du chemin tortueux, cahotant et en boucle, il n'existe pas du tout. Après tout, la première moitié du XXe siècle ne résume pas l'histoire de l'humanité. La démocratie a fait des avancées remarquables, et pas seulement en Occident. Les droits de l'homme sont sortis des livres des philosophes pour investir le droit positif, y compris le droit des gens. On massacre encore des innocents sur la planète. On y réduit encore des êtres humains en esclavage. Mais c'est devenu plus difficile et moins acceptable. La guerre n'a pas disparu, loin s'en faut, et j'en sais quelque chose, mais elle est moins légitime que jadis. Le miroir grossissant des médias nous rend aveugles à un fait que les géopoliticiens connaissent bien. Il y a de moins en moins de conflits armés de par le vaste monde. Et pour imparfaits qu'ils soient, des mécanismes internationaux de prévention et de contrôle existent et il leur arrive de réussir. Il est grand temps de définir la guerre pour ce qu'elle est, non une fatalité humaine due à la part de violence tapie à nous, mais une institution sociale et, oui,
culturelle. Ainsi considérée, elle est non seulement susceptible d'être régulée et civilisée, mais abolie. Si la construction européenne nous a appris quelque chose, c'est bien cela. Comme on le voit, les raisons d'espérer ne manquent pas. Voici pour le constat. Infirme-t-il ce constat définitivement l'opposition entre culture et fanatisme? Pas nécessairement. Cela dépend de la manière dont nous définissons le mot culture. Dans le sens globalisant, fourre-tout des anthropologues, et alors ces dichotomies, nous l'avons vu, ne signifient rien, ou dans celui étroit, privilégié par les organisateurs de cette rencontre, qui cantonnent la culture dans la création des œuvres de l'esprit et qui, dès lors, offrent prise à la politique. À l'évidence, définir une culture qui aurait pour vertu de faire barrage au fanatisme relève de ce dernier. Pic de la Mirandole est ici plus utile que Pascal, qui s'est moqué du jeune prince philosophe. Constater que l'homme n'est ni ange ni bête est banal. Plus héroïque est la réflexion de l'humaniste italien dans son célèbre discours de la dignité de l'homme. Sur la grande échelle des êtres, l'homme, affirme-t-il, est la seule créature capable de choisir sa place. Le voudra-t-il, il séjournera parmi les anges. En décidera-t-il autrement, il chérera au niveau des bêtes. Seul être sans place assignée à l'avance, il est le seul défini par sa liberté. Voici donc une définition acceptable de la culture, je pense. Une production de l'esprit humain qui exerce sa liberté créatrice. Telle est la condition, me semble-t-il, d'une culture capable de faire pièce au fanatisme. Cependant, comme toute définition, celle-ci était complète. La liberté est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Lorsque le plasticien flamand Jan Favre imagine un lancer artistique de chats vivants dans sa ville d'Anvers, il exerce sans doute sa liberté créatrice. Mais sa contribution à la culture, a fortiori à une culture entendue comme arme contre le fanatisme, reste à démontrer. Vous dites ça à Avignon où Favre a fait débat. À juste titre. Voici donc, charmant homme au demeurant, voici donc 3 conditions supplémentaires qui, prises ensemble, devraient permettre à la culture d'exercer ce rôle. Il faut que je revienne un instant à cette histoire de lancer de chats, parce que je suis un grand ami des chats et que cette histoire m'a... Comme Nadia d'ailleurs. Oui, je pense que c'est un lien de plus. Et donc, je vais essayer de définir 3 conditions supplémentaires qui, disais-je, prises ensemble, devraient permettre à la culture d'exercer ce rôle de barrage contre le fanatisme. Il ne s'agit pas d'un programme, à peine de l'esquisse de quelques pistes d'action. Première condition, comprendre que dans le domaine de la culture, comme dans tout le reste, dans la vie des collectivités humaines... Regardez ce qu'elle vous propose, Nadia. Moi, je lance des humains vivants. C'est plus acceptable. C'est plus acceptable. Encore faut-il qu'il ne soit pas des nains, parce que lancer des nains... Oh ben, si on ne peut plus lancer, tranquille. Oui. Alors, première condition donc, comprendre que dans le domaine de la culture, comme dans tout le reste dans la vie des collectivités humaines, tout ne se vaut pas. Il est des œuvres de l'esprit capables de s'élever à l'universel, autrement dit, d'aider les hommes où qu'ils vivent, et quelles que soient leurs origines et leur système de croyance, à lire le monde qui les entoure au moyen de leur intelligence et de leur émotion. Le relativisme culturel est un sûr moyen de sombrer dans la barbarie. Deuxième condition, corollaire de la première, réhabiliter ce qu'Antoine Compagnon appelait la culture cultivée, autrement dit les œuvres de l'esprit telles que définies ci-dessus. C'est un vieux projet. Rousseau déjà, dans l'article Art qu'il a donné à l'encyclopédie, voulait faire pénétrer les beaux-arts, censés, disait-il,
accroître et assurer le bonheur des hommes jusqu'à l'humble cabane du moindre des citoyens. C'est bien d'une réhabilitation qu'il s'agit, puisque la culture, dans sa version anthropologique, celle qui, je cite Marivonne de Saint-Pulgent, comptabilise dans les mêmes statistiques rassurantes de pratiques culturelles la fréquentation des théâtres et des galeries d'avant-garde, les défilés de rollers, la célébration d'Halloween, l'amour des vieilles pierres et celui des rave parties, cette culture-là a fini par occulter l'autre, la culture cultivée. Ce travail de réhabilitation est une affaire politique à tous les niveaux du pouvoir, depuis les collectivités locales et les ONG jusqu'à l'UNESCO, en passant par les États-nations. Troisième condition, mener un combat sans concession contre le multiculturalisme qui enferme les humains dans des ghettos aux murailles infranchissables au profit de la diversité culturelle qui bâtit des ponts. Lorsque Daniel Barenboim crée en 1999 l'Orchestre du Divan occidental-oriental, une formation symphonique israélo-arabe, il ne cherche pas à y fondre les deux composantes nationales à un magma culturel indistinct. Il jette une passerelle entre elles au moyen d'un langage universel et, ce faisant, il fabrique un puissant outil culturel contre le fanatisme. On aura compris, la culture capable de se dresser contre le fanatisme n'est pas n'importe quelle culture. C'est une culture humaniste, autrement dit, centrée sur l'homme libre qui, parvenu à l'âge adulte, est en mesure d'exercer son autonomie. C'était le programme des Lumières. Qu'il fût né en Occident, et d'ailleurs souvent battu en brèche par ce même Occident, ne signifie nullement qu'il n'ait pas valeur universelle. Il faut être un taliban pour accuser la jeune Malala Yousafzai, cette adolescente pakistanaise de 14 ans qui se bat pour l'éducation des filles, d'être une agente de l'Occident. Pour les fanatiques de son pays, Malala est une cible logique. Et c'est logiquement qu'elle est devenue une héroïne culturelle universelle. Qu'ancienne qui s'ignore, adulte avant l'âge, elle est clouée sur un lit d'hôpital pour incarner aujourd'hui, mieux que quiconque en Occident, la lutte de la culture contre le fanatisme. Le programme des Lumières, dont Malala n'a probablement jamais entendu parler, c'est son programme. Plus que jamais, il doit être le nôtre. Élie Barnavi, merci. Je voudrais rappeler à toutes et tous qu'au fur et à mesure du débat, et quand vous voulez réagir ou commenter ou apporter une contribution, vous n'hésitez pas à faire signe et à prendre le micro. On me fera signe si vous êtes derrière moi. J'aurais jamais pu être pape, c'est bizarre d'être dans un conclave. En tout cas, moi j'ai adoré, Élie Barnavi, vous voir réagir au « tout ne se vaut pas ». Et c'est Lord Kaltenbach qui me citait je ne sais plus quel philosophe ou observateur qui a dit que si tout se vaut, alors le cannibalisme est une affaire de goût. Stéphane, vous avez écouté Stéphane Richard, vous avez écouté ce propos qui va être publié dans Le Monde, je crois, Élie Barnavi. Oui, me dit Laure. Aujourd'hui ou demain ? Voilà, Le Monde daté de demain, le numéro le plus vendu, celui du vendredi. On aura votre contribution. Vous restez optimiste quand même ? Oui, parce que nous n'avons pas le choix. Je pense, ce n'est même pas une question d'optimisme, je pense que c'est une question de réalisme, d'instinct de survie. On ne peut pas se permettre de perdre cette bataille-là parce que c'est perdre la vie elle-même. Et je pense que nous sommes quand même des animaux qui aimons survivre. Et étant donné que l'homme est la seule créature qui est incapable de vivre sans culture, je pense que nous finirons par gagner cette bataille-là. Je pense aussi, mais ça c'est l'historien qui parle, et je peux me tromper, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne sais pas si je sens un frémissement, je ne sais pas comment il disait, Maffisoli, un frémissement de générosité.
Ça, franchement, je n'en sais rien. Il faut être philosophe pour cela, je ne le suis pas. En revanche, je sens une espèce d'impatience grandissante contre les formes de fanatisme. Dans ce petit livre qui est fort bien fait, alors, on m'a demandé quelles étaient mes raisons d'espérer. Et l'une d'entre elles était, paradoxalement, bien sûr, L'innocence des musulmans, ce film islamophobe américain, parce qu'il a provoqué pour la première fois des réactions intéressantes contre la barbarie au sein même du monde musulman. Ils ne se sont pas laissés abuser. Et je pense que nous allons difficilement, cas un cas, dans la bonne direction. Et vous, l'historien, vous pensez que Internet est avant tout une chance, ou est-ce que, en l'état actuel, l'histoire véhiculée sur Internet brouille trop souvent par manque de code? Internet est un outil, c'est comme un couteau de cuisine. Vous savez, vous pouvez vous en servir pour couper votre pain ou pour égorger votre voisin. C'est comme le nucléaire, on peut s'en servir pour faire les deux. Et oui, les deux, Pierre Lescure. Internet, c'est ça. C'est à la fois, c'est vraiment banal ce que je dis, mais c'est un formidable outil, et je m'en sers tous les jours. C'est extraordinaire, c'est un outil d'acculturation. Mais ça peut être, et c'est un outil de décervellement effroyable, parce qu'il charrie tout. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion ou la volonté de jeter un coup d'œil sur certains sites. Il y a de quoi avoir les cheveux se dresser sur votre tête. C'est dans une liberté, dans une irresponsabilité totale, parce qu'on ne peut pas contrôler Internet. Alors, franchement, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Je ne suis pas sûr qu'il faille le contrôler. Donc, il y a la philosophie américaine qui dit ça doit rester libre, et tant pis. Hein, c'est le premier amendement. Et c'est une position honorable. Ce n'est pas la mienne. Je pense que rien n'est véritablement sans frein dans la vie des hommes. Et puis, à la position plus raisonnable de ceux qui disent il faut quand même faire attention parce que ça peut empoisonner notre jeunesse. Nous verrons bien. C'est une bonne liaison, je pense, j'espère. Ce propos de fond, d'histoire et d'actualité et de futur que vous nous avez proposé, Elie Barnavi, une bonne liaison et vos derniers propos avec la contribution de Stéphane Richard. Stéphane, je l'ai dit, vous êtes président directeur général de France Télécom Orange depuis mars 2011. Vous avez fait une belle carrière de financier. Je dis belle carrière parce que des inspecteurs des finances, on en a beaucoup en France. Mais vous avez redressé des finances qui étaient catastrophiques, notamment dans l'immobilier, dans le groupe de la Générale des Eaux, puis Vivendi. Puis ensuite, vous avez bâti de l'immobilier. Vous y avez magnifiquement réussi en alliant à la fois l'efficacité du bâtisseur, de l'entrepreneur, et puis ça restait esthétique, je le disais tout à l'heure. Vous avez bossé dans l'environnement, vous avez été directeur de cabinet de Christine Lagarde pendant des années particulièrement actives, et puis vous voici à la tête de France Télécom. Et donc les questions, elles viennent, et vous êtes pianiste à vos heures, comme quoi vous gardez le temps de vous ouvrir. En quoi la culture, puisque cette question, nous devons tous et toutes nous la poser aujourd'hui et les jours suivants, en quoi la culture vous donne-t-elle, Stéphane Richard, des raisons d'espérer? Elle me donne d'abord une raison de vivre, simplement comme homme, avant d'être chef d'entreprise, père de famille et toutes sortes d'autres rôles dans la société. C'est quand même peut-être la chose la plus importante. Maintenant, si je prends le point de vue de l'entreprise que je dirige, de l'industrie numérique que je représente un peu ici, je vais essayer de prendre ce point de vue pour apporter aussi ma contribution à ce débat. Je dirais simplement que la culture, pour nous, c'est le contenu ou les contenus, pour l'essentiel, et que sans les contenus, il n'y a pas d'industrie numérique. Il y a une sorte d'interdépendance en fait absolue entre un immense secteur économique qui est aujourd'hui l'industrie numérique, ce qu'on appelle cet écosystème numérique, avec différents acteurs qui apportent chacun leur contribution à cette société d'aujourd'hui, société numérique d'aujourd'hui, et puis la création des contenus.
aujourd'hui, il y a 6 milliards d'individus qui ont un téléphone mobile dans la poche. Il y en aura 7 milliards dans à peu près 18 mois, au rythme de croissance qu'on connaît. Il y a un peu plus de 3 milliards de personnes sur la surface de la Terre qui se connectent quasiment tous les jours à Internet. Ça veut dire qu'il y en a quand même encore 4 milliards qui n'ont pas accès à Internet. N'oublions pas que quand on parle de la révolution Internet et que cette fracture numérique, c'est quand même une réalité profonde dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des continents ou des morceaux de continents entiers qui ne sont pas encore à l'âge numérique. Qu'est-ce qu'ils vont chercher tous ces gens sur nos appareils, sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur les ordinateurs? Ils vont chercher évidemment des contenus. Donc les contenus, c'est le carburant de l'industrie numérique. Là aussi, pardon d'être si banal, j'en ai un peu honte après ce que je viens d'entendre, qui m'a beaucoup fait réfléchir et beaucoup touché aussi, parce que j'ai trouvé que c'était une très belle, très construite réflexion sur ce thème qui est particulièrement difficile. Mais on voit bien que le numérique, c'est à la fois peut-être la chance historique dans l'humanité de donner à tous les créateurs une capacité de diffusion quasiment illimitée. C'est un système qui d'ailleurs fait de chaque individu un créateur. Il lui donne cette possibilité. Aujourd'hui, il y a presque 1 milliard d'individus qui sont sur Facebook, qui y trouvent un espace d'expression, voire de création peut-être dans certains cas. Il est évident que le numérique a complètement changé, je dirais, le mode de diffusion de la création, de la culture, de la musique, de l'information aussi. On est tout à fait peut-être dans la culture du livre et tant d'autres domaines. J'aurais juste fait une courte incidente. Vous êtes d'accord, on le voit, moi dans la mission qu'évoquait Nicolas Sédou tout à l'heure, c'est surtout la photo qui m'a frappé, parce que c'est la profession la plus sinistrée avec l'arrivée du numérique, c'est que la frontière a complètement implosé, alors singulièrement pour la photo, entre professionnels et amateurs. Alors on peut se dire, c'est bien, il n'y a plus ceux qui sont... je suis photographe, toi tu n'as pas le droit, sauf prendre une photo de famille. Il n'empêche que ce qui nous semblait une évidence dans plein de domaines culturels pendant des siècles et jusqu'à ces jours derniers, ces mois derniers, d'un seul coup implose. Et oui, aussi, oui, c'est vrai. Oui, elle a raison, Nadia. C'est les contenus. C'est toujours... Il va falloir qu'on s'attache les uns et les autres à trouver un autre mot que contenu, oui, pour séparer les... mais vous voyez ce que je veux dire ? Le professionnel et l'amateur, oui, c'est toujours quelqu'un qui met du contenu. Donc chaque individu est créateur de contenu. Je ne sais pas s'il est créateur tout court. Oui, alors d'abord les contenus, c'est pas la culture, effectivement. La culture ou les contenus, ça va bien au-delà de la culture. La culture, c'est un des éléments des contenus, peut-être celui qu'il faut qu'on favorise tous les uns les autres le plus, parce que finalement, ce qu'on peut attendre aussi dans les effets positifs d'Internet, sachant qu'Internet, ça n'est jamais qu'une formidable caisse de résonance à cette double dimension ange ou démon que vous évoquiez tout à l'heure sur l'homme. Pourquoi diable finalement, ce qui n'est qu'une capacité d'expression universelle donnerait autre chose comme image de l'individu que ce que vous avez décrit. Donc à nous ensuite de faire en sorte que, en effet, sur Internet, on accorde davantage de place, on travaille davantage sur les modèles économiques aussi, et moi je voudrais surtout m'attacher à cela, pour que ces fameux contenus, ils soient plutôt culturels, ils soient plutôt de qualité, ils soient plutôt respectueux d'un certain nombre de valeurs. C'est ça finalement un des grands enjeux peut-être sur lequel on est. Oui. C'est bien celui-là. Alors moi, je voudrais peut-être juste rapidement dire ce que nous, France Télécom Orange, on essaie de faire dans ce domaine. D'abord, parce que c'est une réalité qui n'est pas tellement ou pas assez connue, on est une entreprise, nous, qui va bien au-delà de la France et même de l'Europe, d'ailleurs, puisqu'on a une présence très forte en Afrique et au Moyen-Orient, y compris en Israël, d'ailleurs, et en Jordanie, en Égypte, enfin dans tous ces pays. On a aujourd'hui davantage de clients en Égypte qu'en France, par exemple. C'est une réalité qu'on ne connaît pas bien. Mais dans tous ces pays, nos technologies, nos services ont contribué à changer aussi très profondément des situations politiques. On sait bien quel est le rôle qui a été joué par les réseaux sociaux, en particulier en Égypte ou en Tunisie, il y a 18 mois. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pu jouer ce rôle ? Parce qu'il y avait des réseaux qui le permettaient. Il y a une coïncidence de date assez forte,
je crois qu'il y a dans cette salle aussi certains de nos amis tunisiens, entre l'arrivée des réseaux Internet 3G mobiles en Tunisie et la révolution du jasmin. Parce que, effectivement, c'est bien ces réseaux qui ont permis l'éclosion du phénomène démocratique. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Nous, d'abord, on essaie d'apporter nos technologies et nos réseaux pour que les bienfaits du numérique et de l'Internet puissent déjà exister, en étant bien conscient quand même que s'il n'y a pas ces réseaux, il n'y a rien du tout. Parce que nous, on vit des contenus et de la culture, quelque part, mais l'inverse est aussi vrai. Et clairement, si nous ne sommes pas capables, nous, de trouver des modèles économiques qui nous permettent d'investir massivement dans ces réseaux, il n'y a pas d'économie numérique. Donc c'est pour ça que je parlais d'interdépendance forte. À côté de ça, nous, on est une entreprise engagée aux côtés de la culture, et on le fait de plein de façons, à travers, bien sûr, une action de soutien, de mécénat. On a une fondation, on a même une quinzaine de fondations dans le monde, beaucoup d'ailleurs dans les pays africains, qui sont très engagés sur beaucoup d'actions liées, disons, à la culture, à la diffusion de la culture. On le fait aussi en apportant la technologie à l'expérience culturelle. Par exemple, quand on fait la visite des jardins du château de Versailles aujourd'hui, avec, pour ceux qui l'ont utilisé, une application qu'on télécharge et qui est assez merveilleuse parce qu'elle permet d'avoir accès à ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire en utilisant son smartphone et en visant tel ou tel point du paysage ou du jardin, on a effectivement toute une série d'informations, de commentaires, voire d'images d'ailleurs, qui se superposent au réel. C'est ça la réalité augmentée. Et pour moi, je n'ai pas tout testé, mais j'ai fait cette visite du château de Versailles avec vous, si j'ose dire, et il y a quelque chose pour quelqu'un de ma génération, alors a fortiori pour les plus jeunes, mais ça n'a rien de pesant du tout. Vous avez réussi cet équilibre d'augmenter, vous avez raison. Il paraît que l'autorité, c'est celle qui était diffusée par quelqu'un qui vous augmente, me disait l'autre jour Michel Serres. Et bien là, vous augmentez effectivement la qualité, la richesse et le plaisir de la visite. J'aime bien cette idée de la réalité augmentée, parce qu'effectivement, ça montre ce qu'on peut apporter en plus par rapport au fond, ce qu'on a connu comme expérience, comme je dirais consommation de la culture. Je voudrais juste citer un autre exemple, parce que c'est aussi une invitation que j'adresse à la salle. On a mis au point, là aussi sous forme d'une application qui est téléchargeable sur un iPad, enfin sur une tablette numérique, qui est autour du livre Candide. Application qu'on a mise au point, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec la Bibliothèque nationale de France. Il y a eu une démonstration hier. Voilà. C'est assez, je trouve aussi vachement bien. Une très belle réalisation qui montre ce que, quand on marie finalement la technologie et la culture, que ce soit la culture d'ailleurs puisante dans le patrimoine historique ou la culture d'aujourd'hui, on voit ce que le numérique, je veux dire, au-delà de sa capacité de diffusion, au-delà des dangers, des menaces, toutes les questions qui restent à trancher, parce qu'elles ne sont pas tranchées, ces questions. Oui, la Bibliothèque nationale est venue nous présenter cela de brillante façon. Cet exemple-là. Oui, absolument. Voilà. Alors, au-delà de ça, je dirais, bon, ça, c'est des actions soit ponctuelles, soit plus organisées qu'on peut et qu'on doit faire, je crois, pour faire en sorte que le numérique enrichisse la culture et élargisse pratiquement à l'infini la diffusion de la culture, aussi peut-être un moyen de lutter contre le fanatisme, cette ouverture finalement. Dans les pays, par exemple, du Moyen-Orient, l'appétit des jeunes en particulier pour aller vers les autres cultures, et bien sûr d'abord la culture occidentale, sur Internet, il est absolument fascinant. Ça reste quand même, je le pense, moi, une vraie raison d'espérer, celle-là, parce que c'est un moyen qui donne accès à des millions d'individus qui n'avaient pas cet accès de pouvoir simplement ouvrir les yeux sur le monde, ouvrir les yeux sur d'autres réalités, d'autres horizons, et évidemment changer aussi leur point de vue. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a des questions, pardon de le dire ici, mais un peu plus prosaïques peut-être, mais néanmoins essentielles, qui sont plus sur l'économie de tout cela. Parce que la culture, c'est une matière vivante qui certes trouve sa source dans l'énergie créatrice des individus, mais aussi a besoin de pouvoir vivre, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être accompagné, être financé. Mais vous avez raison d'en parler, vous êtes pile poil au point G
du sujet. Vous êtes au Forum d'Avignon. C'est ça, voilà. Et donc, et là, on voit bien qu'on a encore beaucoup de réflexions à avoir, parce qu'il y a eu, dans l'émergence d'Internet, une valeur fondamentale qui a été sans doute essentielle pour la réussite extraordinaire du phénomène, mais en même temps qui contient en elle-même les germes de catastrophe, qui est cette idée de la gratuité. Pardon, mais la gratuité, lorsque toute l'économie humaine, qui suppose du travail, de l'investissement, des arbitrages, des choix, lorsque toute l'économie humaine vivra à l'intérieur d'un système numérique où tout sera gratuit, je ne sais pas comment on fera. Quels seront les projets qui seront possibles? Quels seront les choix simplement qui seront possibles? Donc cette question-là, pour moi, elle est vraiment centrale. Elle se pose évidemment pour la culture, pour, je dirais, voilà, le financement de la rémunération de l'acte culturel et de tous ceux qui créent, mais elle se pose aussi pour tous ceux qui sont partie prenante à cet écosystème numérique et qui ont besoin de trouver ces modèles économiques de façon transparente et claire. Et ça, c'est peut-être le dernier point que je voudrais dire. On voit bien que dans cet écosystème, il y a quelques grandes familles d'acteurs. Il y a les opérateurs télécoms que nous sommes. Bon, nous, notre modèle économique, on le connaît. On fabrique des réseaux. On essaie d'y proposer le plus grand choix de contenu et si possible de culture sur nos réseaux. Et on facture un abonnement fixe, mobile, que les gens trouvent en général trop cher. Voilà à peu près le résumé de notre situation. Bon. Et puis, on nous met, parce que ça devient tellement important dans la vie des gens, de plus en plus de concurrence, de plus en plus de régulation. Nous, on est hyper régulé, hyper concurrentiel, hyper taxé aussi, bon, c'est vrai, même si la partie des taxes qu'on paye qui va à la culture, celle-là, elle est moins douloureuse que les autres, mais malgré tout, voilà, on a une fiscalité spécifique sur notre secteur qui est gigantesque, au-delà de tout ce que les autres entreprises payent, mais notre modèle économique, il est clair. Le modèle économique des grands acteurs de l'Internet, Google par exemple, il est beaucoup moins clair. Parce qu'en apparence, Google, c'est gratuit. Et ce n'est pas un hasard si Google aujourd'hui est la marque ou l'identité d'entreprise la plus populaire dans le monde. C'est sûr que c'est plus populaire de proposer des services qui en plus sont de très belle qualité, gratuitement, plutôt que de facturer un abonnement tous les mois. 90% de part de marché en France. 90% de part de marché en France. Et en fait, au-delà, derrière cela, le modèle économique, tout le monde le sait, c'est quand même le commerce des données personnelles, ce qu'on appelle le fameux big data, pour ceux qui sont familiers de cela, qui est cette espèce d'industrie mondiale des données, qui a des aspects extrêmement inquiétants, parce que là, on est pour le coup dans l'opaque complet. Certes, on vous fait signer, quand vous rentrez chez Facebook, par exemple, un vague engagement, comme quoi vous êtes conscient de ce qu'on va éventuellement faire des données qui sont sur votre profil par la suite, mais quel est le degré de conscience réelle des 950 millions de membres qu'il y a sur ce réseau social, ou a fortiori des utilisateurs de Google, de ce qu'on fait, de ce qu'ils apportent dans le système? Moi, je crois qu'il est faible. Et je pense qu'on est juste au début des problèmes qui vont surgir autour de cela. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'opérateurs aussi, on a décidé de faire de la protection des données personnelles, des garanties qu'on peut apporter aux gens, du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli sur Internet, c'est un sujet majeur. Regardez le nombre d'affaires qui sortent tous les jours, qui vous sortent des images ou des déclarations ou je ne sais quoi, qui traînent vaguement sur Internet depuis 10 ans ou 15 ans, que les gens croyaient avoir effacé, mais qui n'effacent pas en réalité. Donc vous voyez, autour de tout ça, la clarté des modèles économiques et quelques valeurs cardinales, c'est le lieu de le dire. Pour nous en particulier, il y a cette valeur d'ouverture et de diversité, et puis la sécurité, la protection, notamment des personnes fragiles, des enfants, des personnes qui sont moins à l'aise avec ce foisonnement numérique que les autres. Vous étiez un opérateur, vous êtes un opérateur, et vous avez été aussi un créateur de contenu culturel, et vous le demeurez. Donc c'est un modèle qui devrait inspirer un certain nombre de grands acteurs internationaux, et vous faites partie des acteurs internationaux. Merci Stéphane Richard, vous restez avec nous. Je suis d'accord avec ces applaudissements. Et je répète que ceux et celles qui veulent intervenir, comme vous autour de la table, Élie
et Stéphane vis-à-vis de Renaud Capuçon. Renaud Capuçon qui va avoir un double rôle dans la demi-heure qui vient, à la fois celui de nous apporter votre témoignage, vous qui étiez, vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas longtemps, vous étiez nouveau talent de l'année en 2005 aux Victoires de la musique. Et aujourd'hui, vous bossez à Los Angeles, à Berlin, à Paris, vous dirigez partout dans le monde. Oui, cette sorte de nomination aux Victoires de la musique, c'est ces encouragements qu'on a et ça donne un petit coup de pouce. Ça ne change pas vraiment la vie, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant sur un CV. Moi, ce genre de récompense, je les prends toujours comme quelque chose, comme une sorte d'élan. Voilà. Non, ce qui est frappant, c'est votre jeunesse et le fait que vous soyez déjà, vous jouez et vous êtes demandé partout dans le monde, mais déjà, vous avez commencé de vous tourner vers les plus jeunes générations que vous, si j'ose dire. Oui, en fait, je pense que la transmission chez nous, les musiciens, je pense les artistes en général, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je l'ai expérimenté, donc c'est vraiment du vécu. Je vais être incapable de parler aussi bien que mes deux prédécesseurs. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que par la musique de chambre, par la musique quand je suis en soliste avec un orchestre, ou tout simplement dans l'enseignement de masterclass, il y a un phénomène de transmission que je trouve absolument... en Tunisie aussi, on a des... Ah oui. Bravo. On a des... comment dire, on partage, j'aime le partage dans la musique. Et finalement, c'est pour ça que la notion de partage dans la culture, elle me semble absolument un point extrêmement fort. J'ai joué récemment avec des musiciens beaucoup plus jeunes que moi. Et j'ai compris ce jour-là ce que m'avait dit Abbado, Claudio Abbado, ce grand chef italien que je pense tout le monde connaît, qui m'avait dit quand moi-même j'avais 17 ans, et je lui avais demandé pourquoi est-ce que tu passes autant de temps avec nous les jeunes, parce que Abbado a fondé plusieurs orchestres de jeunes. Et il m'avait répondu, tu comprendras quand tu seras plus vieux. Et j'ai compris ça donc il y a quelques mois, et je commence vraiment à le comprendre. Moi, ce que j'aime aussi, c'est travailler avec des gens beaucoup plus âgés que moi et beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire être dans ce phénomène de transmission, de partage, et surtout, j'aime aller... Je suis un peu comme une éponge, d'une certaine façon, et j'adore, j'ai plusieurs amis qui sont des gens beaucoup plus âgés que moi, qui ont entre 75 et 85 ans, et que je vois très régulièrement, et j'ai ces échanges extrêmement organiques sur la vie, sur la musique, et ça nous ramène aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Daniel Barenboim. Je pense qu'on a besoin de figures comme lui aujourd'hui. On a eu par le passé Yehudi Menuhin, qui était un humaniste, un grand musicien, et qui a tout fait pour la paix, mais à sa façon, avec sa musique, avec son violon, avec ses paroles. On a eu Isaac Stern, qui a fait des choses merveilleuses aussi. On a eu Pablo Casals. Et ce que fait Barenboim aujourd'hui, je trouve que c'est merveilleux, parce que c'est ne pas se servir de la musique pour faire avancer les choses, mais faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire c'est un grand chef d'orchestre, un grand musicien, et réfléchir et proposer des solutions, provoquer aussi, parce que Barenboim a été le premier à essayer de jouer du Wagner en Israël, qui a été une chose extrêmement controversée, extrêmement complexe, mais je pense que c'est en faisant ce genre de pas en avant qu'on peut faire bouger les choses. Et à ma façon, je suis simplement, voilà, je joue du violon, je suis sur scène, donc je peux le faire que par ma musique et que par ce qui se dégage de mon instrument, mais en prenant la direction du festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui va débuter à Pâques prochain, avec le soutien du CIC Crédit Mutuel, je le dis parce que c'est non, c'est pas pour faire le côté pub, c'est simplement parce que c'est très rare, je pense aujourd'hui, d'avoir un partenariat sur un festival d'une seule entité. Il y a un seul mécène, donc je voulais le dire. Non, mais si vous ne l'aviez pas dit, je vous aurais interrogé sur ce financement privé, puisqu'en plus la ministre de la Culture évoquait le soutien qu'il fallait apporter plus encore qu'auparavant au mécénat. On y est bien. Même si ce n'est pas un mécénat proprement dit, il n'empêche que le CIC s'est impliqué dans la musique depuis belle lurette. Absolument, et c'est un modèle assez extraordinaire, parce qu'on a un seul mécène pour tout ce festival. Et ce qui va me passionner dans le fait d'être directeur artistique de ce festival, c'est justement d'essayer de mettre en œuvre tout ce que je vous ai dit auparavant, à la fois les jeunes générations. On a conçu un programme qui va s'appeler Génération @X, donc d'inviter chaque année des jeunes musiciens, non pas de leur donner un récital pour qu'ils fassent... Vous savez, tous les festivals ont ça, on case les jeunes dans une petite boîte, on leur donne 3 francs 6 sous, ils font leur début et c'est très bien. On fait des concerts gratuits. Ce que j'ai trouvé un petit peu plus, peut-être un petit peu plus évolué, c'est de faire ce qu'avait fait Casals et ce qu'a fait Adolphe Busch à Marlboro aux États-Unis, c'est d'inviter des jeunes musiciens et de les parrainer entre guillemets par des seniors. Les seniors peuvent avoir mon âge, donc pas si vieux, mais des gens un peu plus expérimentés, et de jouer ensemble. Et qui restent un petit peu plus présents, et qu'on puisse aussi partager
partager des repas, simplement qu'il y ait les grands musiciens, les gens qui ont réussi, entre guillemets, et puis les petits jeunes qui sont parqués d'un côté. Donc c'est cet aspect-là, l'aspect de la création, de commander des œuvres des compositeurs contemporains, parce que finalement c'est ça aussi le sel de la vie musicale, c'est de pouvoir, quand je suis en face de Dussapin ou de Mantovani ou de Wolfgang Grimm, et qu'il me pose la question comment est-ce que tu voudrais qu'on écrive cette pièce, il faut se souvenir que Brahms, Schubert et Mendelssohn ont toujours écrit pour quelqu'un. Donc voilà cette notion de création, et puis aussi une notion de très importante, je pense, parce qu'on parle beaucoup de la musique classique, ce qui est mon domaine, ma cam, comme disent les jeunes aujourd'hui. On parle beaucoup du fait que la musique classique est une chose extrêmement ringarde ou très compliquée à faire passer. Et je vais profiter du fait que je ne suis pas trop âgé encore et que je suis relativement, entre guillemets, moderne pour faire passer ce message de façon naturelle aux jeunes à Aix-en-Provence, dans ce festival, en faisant des masterclass pour les gens du conservatoire, donc certainement pas un niveau aussi élevé que celui de Paris, mais je pense que c'est important de s'impliquer. Et puis des tarifs extrêmement, extrêmement intéressant pour les jeunes, pour les chômeurs, l'idée c'est d'avoir un message d'excellence musicale, mais avec des prix vraiment possibles pour tous. Pas simplement le festival, vous savez, où on paye 200 euros la place. On aura la même qualité, mais à des prix vraiment abordables. Alors j'ai essayé de résumer un peu. C'est ça que vous appelez l'utopie généreuse ? Oui, parce que je pense que la musique est pour tous. Et je pense que la musique... j'espère que j'en parlerai avec mon violon mieux que je ne le fais avec des mots, parce que je trouve ça extrêmement compliqué. J'étais mort de trac à l'idée de parler devant autant de cerveaux brillants. Mais je pense que la musique est peut-être un des moyens d'espérer, la musique, l'art, la poésie. On a finalement, quand on entend certaines musiques, quand on lit certains textes, certains poèmes, ou quand on voit certaines pièces de théâtre, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. L'espoir, il est là. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire passer avec la musique. Je voudrais que vous évoquiez, Renaud, avec les mots que vous sortez quand même pas mal du tout, sans partition, j'aimerais bien que vous nous parliez de cette activité sociale et solidaire qui vous a toujours intéressé au Venezuela, qui s'appelle El Sistema. El Sistema, c'est un système extrêmement complexe qui a été installé il y a plusieurs années par un monsieur qui s'appelle M. Abreu, qui était chef d'orchestre et qui est installé au Venezuela avec le soutien extrêmement fort du gouvernement et de donc tout ça est très en même temps paradoxal quand on connaît le régime, etc. Mais enfin, il faut prendre les bonnes choses. Quand on va au Venezuela, il y a un nombre de gens pauvres énorme, vous le savez, et ce système en fait réunit ces enfants, va les chercher dans la rue, les réunit dans des structures qui sont maintenant partout dans le pays. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est des milliers et des milliers de jeunes à qui on apprend un instrument de musique, qui sont du matin au soir dans une structure, donc ils ne sont pas dans la rue, ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire, et ils jouent dans des orchestres. Donc c'est la création de multiples orchestres dans tout le pays. Et le résultat le plus extraordinaire, c'est le chef Gustavo Dudamel, qui est le chef du Los Angeles Philharmonic aujourd'hui, et qui est une des stars classiques, qui est le pur produit de ce système. Je l'avais rencontré, Gustavo, quand il avait 14 ans ou 15 ans, à Cuba en 99, quand on avait joué avec Abado à Cuba et au Venezuela. Et il était très très jeune et il faisait partie lui-même de ces jeunes orchestres. Et ce qu'ils font en fait là-bas, ce qui est extraordinaire, et je l'ai vu vraiment en action, c'est que ce système dont j'ai parlé avant de transmission, ils le mettent en place de façon mathématique. Chaque élève ou jeune enfant qui grandit, par exemple qui a 14 ans, va former un jeune de 7 ans, celui de 14 ans va être formé par celui de 20 ans, etc. Et finalement, en haut de la pyramide, il y a le rêve de tous qui est de devenir Gustavo Dudamel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas une utopie, ça marche. Il y a après Gustavo maintenant plusieurs chefs qui sont des chefs absolument extraordinaires et qui dirigent partout dans le monde. Et il y a le modèle, tout le monde va là-bas maintenant en pèlerinage, tous les acteurs culturels font un voyage au Venezuela pour voir et reproduire la même chose. La seule différence, c'est que dans nos pays, le système est très différent. Et bien sûr, le niveau de pauvreté est différent. Enfin, tous les cas sont différents, mais je pense qu'on peut s'inspirer simplement de ce phénomène de transmission, de rigueur et surtout de volonté quasiment politique de faire avancer la culture. C'est en avril 2013 que vous commencez ? Fin mars, début avril de cette année. Fin mars, début avril. Je voulais juste vous poser une question. Récemment, quelqu'un me parlait d'une salle qui est en projet dans la région parisienne et on me disait, et c'est une salle qui sera consacrée en particulier aux musiques savantes. Alors je sais à peu près ce que ça recouvre, mais je me disais, mais il n'y a pas un autre mot à trouver? Non, mais vous n'avez pas parlé à la bonne personne. Je pense que c'est en utilisant ces mots de musique savante ou
qu'on effraie les gens. Je pense que cette nouvelle salle elle était essentielle à Paris. Il faut savoir qu'on est quand même un des seuls pays au monde de cette envergure à ne pas avoir une vraie, bien sûr que la salle Pléiade est une vraie salle de concert, ou le Théâtre des Champs-Élysées, mais on avait besoin en France d'une salle de concert digne de ce nom, comme on a à Los Angeles, à Berlin, partout. Sauf à Londres, ils n'ont pas encore ça non plus. Donc malgré tous les... Ouais. Ils ont des salles, mais ils n'ont pas de salle moderne qui est capable d'accueillir. J'ai une proposition de mots, parce que savante, c'est vraiment pas bien. On pourrait appeler ça érudite ou élitiste, c'est pas mal. Voilà exactement les mots qu'il faudrait essayer d'éviter. Voilà. Vous allez maintenant nous faire le cadeau de jouer, mais dites-nous quelle pièce vous allez interpréter avec une avec Anne Pagès qui a accepté de jouer, je dois le dire, sur un piano droit. Et ça, c'est une chose que les pianistes, en général, n'acceptent jamais. Donc, je lui suis extrêmement reconnaissant. Parce que piano droit, pourquoi? C'est pas du tout une critique contre le Forum d'Avignon qui a mis à disposition le piano droit. Je crois qu'il n'y a pas la place, il n'y avait pas la possibilité de faire venir autre chose qu'un piano droit. Voilà, donc je voulais remercier Anne. Et on va vous jouer... Pas de piano à queue dans un conclave. Donc ça ne sera pas très long, j'ai considéré le fait que c'était le matin, donc on est tous un peu encore, donc les doigts seront, il va falloir les réveiller. Bref, le Tzigane de Ravel, qui est une œuvre pour violon et piano, ensuite la Méditation de Thaïs de Massenet et une petite pièce viennoise de Fritz Kreisler qui s'appelle Liebesleid, Chant d'amour. Allez, une petite pièce viennoise. On vous laisse rejoindre. Dites-nous deux mots quand même, Renaud, du violon avec lequel vous allez jouer. Alors le violon avec lequel je joue, c'est un Guarnarius de 1737 qui a appartenu et qui a été joué pendant 50 ans par Isaac Stern, justement. Donc, je suis très honoré. Il est entre de bonnes mains et de jolis doigts. On vous laisse rejoindre. Stéphane Richard, merci infiniment. Merci Elie Barnavi. Pardon, je sais qu'il y a une question. On me dit qu'il y a une question que pendant que Renaud Capuçon tranquillement rejoint la scène, son violon si précieux en main, il y a une question. Levez-vous, s'il vous plaît, on vous écoute. Thank you very much, Mr. Chairman, moderator. My name is George Abungu. I'm from Kenya. I'm an archaeologist and a heritage consultant. And I would like to thank the forum very much for this invitation. This is my first time to come here, and I'm really enjoying the very high degree of discussions that we're having here, which are quite relevant and very applicable to all of us. I just have a few questions, and maybe because this is my first time here, it may be a little bit irrelevant, or maybe I'm the odd person out, but I hope you forgive me for that. My question is listening and knowing that we are discussing issues on culture in relation to different things, for example, in relation to hope, in relation to new technologies and so on. But my question is, what is not culture? Just listening to the discussions since yesterday, what is it that is not culture? Because I think that probably the question, what is culture, may be a totally different thing, but what is not culture? Is it our experience? Is it our innovation? Is it our values? Is it our actions? And I've also heard from the chairman of Orange, and Orange is very strong in Kenya too, mentioning the contribution in terms of democratization of states. And I think that is very important. But then there's something that he said that the Middle East people are dying to access culture. I just didn't understand, maybe it was the translation. Does that imply that there is no culture in the Middle East? And so what kind of culture are they dying to access? And lastly, what has just been mentioned in terms of the music of the learned or the music of the elite, as you mentioned, how does that also imply to art when we talk about high art and low art? Maybe, I know this country has a museum called the Museum of Primitive Art. How does that imply in terms of our diversity, and how do we reconcile all these issues when we're discussing issues of culture? Thank you very much.
Merci beaucoup, thanks a lot. Et vous avez été, je le dis, monsieur a été un des contributeurs les plus brillants. Vous avez été interrogé parmi les 50, 60 qui ont été interrogés pour l'enquête de Louvre Alliance. Et il y a vraiment, vos réponses sont assez fortes. Vous voulez répondre, Elie? Well, en anglais. En français ou en français? In English. Je pense que votre première question renvoie à la définition même de la culture. Si on retient la définition anthropologique large, alors tout est culturel et rien n'est pas culturel. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire à ce moment-là, le moindre geste de la collectivité devient un acte culturel. Et si on définit la culture dans l'autre sens, et le problème n'est pas haute culture et basse culture, mais c'est définir un champ où on crée des œuvres de l'esprit que l'on peut définir comme culturelles. Et je pense que c'est une distinction extrêmement importante. Alors, je comprends très bien le substrat politique, en quelque sorte, de votre question, qui se rattache aux autres questions. Et je pense que là, ce qu'il faut tenter de créer, et encore une fois, ce n'est pas une question de culture occidentale ou autre culture, mais il faut créer des langages universels. Je ne suis pas qualifié spécialement pour parler de musique. Mais enfin, je sais que la musique dite classique, la musique savante, est un langage universel. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans les concours musicaux internationaux, les premiers prix sont généralement raflés par des Coréens, par des Japonais, par des Chinois. Cette musique-là ne connaît pas de barrières culturelles, justement. Et donc, mais on peut imaginer d'autres. Songer à ce qu'est aujourd'hui l'art africain, depuis longtemps déjà, comme source d'inspiration pour l'art dit occidental. C'est créer, inventer des formes de création, et cela se fait pratiquement tous les jours, qui parlent aux hommes en tant que tels, quelles que soient les barrières culturelles. Voilà l'idée. Je pense que c'est dans cette optique que nous nous plaçons ici. Et je plaide beaucoup pour prendre la culture dans son sens de culture cultivée et non pas dans son sens anthropologique qui existe, qui est celui des anthropologues, qui est celui des sociologues, que je ne méprise pas, mais qui n'a aucune pertinence pour le sujet qui nous occupe ici et qui a fini par recouvrir complètement l'autre, je pense. Merci Elie, merci monsieur.